Alors, on va débuter sur cette rencontre avec Agnès Decailleux et Thierry Cauduis. Je suis un peu stressée en fait de vous. Arrête. Non, mais en fait, il faut que je dise en début de cette table ronde que je suis vraiment très heureuse de vous avoir tous les deux à mes côtés. On se connaît bien, puisqu'on s'est rencontrés il y a un certain temps déjà, sur les créations de Jean-François Perret, qui est ici présent. Jean-François qui, je pense, est un peu une figure particulière sur ses relations théâtre et informatique, puisque ça fait un moment maintenant, depuis le milieu des années 80, qu'il réfléchit dans ses spectacles à l'intégration des nouvelles technologies ou des nouveaux médias, je ne sais plus comment le dire, sur le plateau. Et il s'entoure pour ça de plusieurs collaborateurs, dont Agnès et Thierry, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai moi-même travaillé avec Jean-François, alors pas du tout du côté de la technologie, hein, du côté de l'assistanat et de la dramaturgie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les trois. J'ai souhaité donc vous réunir pour cette rencontre croisée, parce que si vous avez des profils assez différents, toi Agnès, tu es plutôt du côté des arts visuels et du web, et toi Thierry, tu es plutôt du côté des arts sonores et de la scène. Vous avez aussi, à mon sens, de nombreux points communs, au premier rang desquels votre capacité à naviguer entre plusieurs disciplines artistiques, votre capacité aussi à vous mettre au service de projets d'autres artistes ou à mener les vôtres propres, vos compétences mixtes, du côté des technologies et aussi du côté artistique. Et enfin, mais j'oublie sans doute d'autres points communs, vos rapports à l'institution, puisque vous avez tous les deux, à un moment ou à un autre, dirigé des structures plus ou moins subventionnées et qui avaient vocation à œuvrer dans des interstices entre technologie et art, pour le dire très très vite, des interstices qui étaient pas vraiment encore habités ou très peu habités. Mais vous êtes aussi, dans une certaine mesure, complémentaires, car vous n'œuvrez pas du tout aux mêmes endroits de la production théâtrale. J'ai déjà dit que vous aviez des profils assez différents. Thierry, tu développes plutôt des interfaces, des logiciels, des applications pour la création, c'est-à-dire qui viennent s'intégrer à une écriture, avec un sens très très large d'écriture, scénique, sonore, spatiale, etc. Et toi, Agnès, tu travailles plutôt à, je dirais, un prolongement des gestes théâtraux vers des ailleurs, ceux du réseau notamment, en proposant, comme on le verra, des dispositifs, des formats qui permettent de faire migrer le théâtre hors de ses limites. Alors je vais vous présenter un petit peu tous les deux, tracer votre parcours. Bon courage. Non mais rapidement Thierry. Et puis, avant d'ouvrir un petit peu le jeu des questions-réponses, mais je pense que cette question aussi de la formation et du parcours, elle est très importante parce qu'elle révèle aussi à quel point vos profils ils se sont faits de plein de choses et de plein d'apports très différents. Agnès, tu as une formation universitaire en études théâtrales, puisque tu as soutenu mémoire de maîtrise sous la direction justement de Jean-François Perret, avant de commencer à collaborer avec lui, autour de ce que tu nommes très joliment un théâtre webcamé. Ta première collaboration avec Jean-François, c'est sur un spectacle intitulé Histoire naturelle de l'esprit suite et fin, où tu es désignée, je le cite, au générique comme collaboratrice au site internet. Et pour la petite anecdote, la partition du spectacle avait été publiée dans le bulletin d'informatique approfondie et d'application de l'Université de Provence, puisque c'était un spectacle qui s'intéressait à la figure d'Alan Turing. Mais c'est surtout avec le spectacle suivant que tu vas imaginer ce que tu nommeras donc ce théâtre webcamé, avec donc le spectacle projection privée théâtre public. Tu vas proposer la diffusion en direct de séquences de répétition jour après jour. Et on est en 2000. C'est ça ? Ouais. De 2000 à 2013, tu vas proposer autour des spectacles de Jean-François des dispositifs qui vont prolonger ce geste théâtral dans l'espace du web, avec par exemple des chatrooms ou l'élaboration de mondes virtuels. Je disais qu'on y reviendrait. Et surtout aussi, tu vas assurer la mémoire de ce théâtre en mettant en œuvre un site internet qui bien sûr va être assez loin des normes de communication en la matière,
qui est plutôt une sorte d'espace rhizomatique à travers lequel se perdre et de spectacle en spectacle, enfin se perdre de spectacle en spectacle, pardon, mais au sein duquel tu vas archiver patiemment tous les fragments de répétition, les interviews d'invités, les partitions textuelles, sonores, etc. Je disais en ouverture que vous naviguiez aussi entre projet en équipe et projet à vous. Et donc, tu mènes, en parallèle à ces collaborations, une carrière d'artiste web dont les œuvres vont prendre des formes diverses, des installations, des performances in situ ou sur le web, des chatbots et des livres aussi, la publication de livres papier. L'Observatoire des nouveaux médias dit de toi, et je trouve que c'est assez joli, que tu œuvres sans ménagement dans les plissures discrètes du réseau Internet. Et tu dis toi-même que tu regardes ce territoire, je cite ta bio sur ton site, tu regardes ce territoire de l'Internet depuis X années, de manière compulsive parfois. Tu décris cette observation comme un véritable engagement. Entre 2006 et 2012, tu vas mener une expérience sans précédent au cœur d'une institution théâtrale, puisque tu vas développer le programme X-Réseau au Théâtre Paris-Villette, le développer et le porter. Alors c'était un programme d'accompagnement à la création sur le web pour les compagnies théâtrales en résidence au Théâtre Paris-Villette que tu vas coordonner avec l'ingénieur réseau Estelle Senet. Mais on y reviendra peut-être... Et Thierry Cauduis. Eh oui. On reviendra sur cette expérience pendant les questions. Thierry, ta biographie te définit d'emblée comme un artiste polyvalent, spécialiste des nouvelles technologies. Et de fait, je t'ai moi-même connu tour à tour... ingénieur électroacoustique, scénographe sonore, musicien. D'autres sources te décrivent encore comme, je cite, performeur des arts numériques ou projecteur de son. La seule formation professionnelle que tu revendiques est donc un CAP de pâtissier. Et de petit boulot en petit boulot, tu vas te retrouver stagiaire au studio Gang à Paris, où enregistre des vedettes de la chanson française de l'époque, parmi lesquelles je ne citerai que Jean-Jacques Goldman. Mais il y avait France Gall et Michel Berger aussi. Alors, et puis, durant les années qui suivent, tu vas consolider cette formation musicale initiale en suivant des cours du soir et au fil de rencontres, des figures importantes qui vont te transmettre un petit peu leur savoir. Tu vas t'imposer petit à petit dans ce monde de la musique électroacoustique, donc tu vas quitter la variété française, vraisemblablement, Oui. notamment en devenant l'assistant de Stockhausen. Dans les années 90, tu te retrouves missionné à l'IRCAM. Tu participes aux côtés de Marie-Hélène Serra au développement du programme Super VP et tu côtoies Miller Puckett et David Ziccarelli, les pères fondateurs des logiciels Pure Data et Max. Tu participes aux travaux de l'équipe de recherche sur l'informatique musicale temps réel qui est encore balbutiante. En 1995, tu quittes l'IRCAM, tu deviens l'assistante de Luciano Berio, que tu vas suivre pendant plusieurs années. Et puis, tu vas décider de mettre fin, tu vas mettre fin à cette collaboration, tu vas rentrer en France et créer la Kitchen, qui est, je cite, un laboratoire de recherche artistique et technologique où tu développes avec une équipe de collaborateurs des logiciels, des interfaces pour accompagner de nombreux artistes dans leurs expérimentations. Je m'arrête volontairement là, on reviendra plus tard sur la suite de ton parcours pour un petit peu vous poser la première question. Justement sur cette question de la formation, Agnès, donc on l'a entendu, toi tu n'as pas bénéficié d'une formation informatique ou techno, tu as appris de nombreuses choses en autodidacte. Est-ce que cela a donc constitué une difficulté pour toi de tout devoir apprendre par toi-même et de ne pas t'inscrire dans une filiation simple avec une école, avec une institution, dans une discipline? Comment tu as construit comme ça cette formation et ce parcours? C'était assez simple parce qu'il n'y avait pas de formation, je crois. Donc, en fait, c'est en achetant et en tombant amoureux de son premier ordinateur et après de rigoler avec avec Excel, il y avait des petites cases et on pouvait faire des choses avec des macros. Et ensuite, avec Jean-François Perret, j'ai travaillé sur un philosophe des sciences, Pierre Lévy, qui avait écrit La pensée à l'ère de l'informatique à la découverte. Maintenant, il est au Canada et il est devenu un peu bizarre. Ouais. Et en fait, c'est en travaillant sur ces sujets un peu en décalage. En fait, l'idée, c'était de travailler sur les outils qu'on avait en dramaturgie et de les appliquer sur les écritures des jeux vidéo qui sortaient. Donc, et de se dire, on va attaquer la fable, je sais pas, le ton, machin, des choses comme ça. Mais on va les déplacer, les décaler. Et après, on s'adonne à ça et puis c'est assez rigolo.
En fait, moi, je me suis enfermée une année pour faire un gamin déjà et pour apprendre un langage qui s'appelait le lingo. C'était magnifique et j'ai adoré, mais en fait, je suis pas du tout l'esprit. Je me suis arrêtée après, mais j'adore quand même ça en fait. Pour pouvoir travailler avec des gens comme Estelle Senet ou Thierry, il faut savoir programmer un peu, il faut connaître les boucles, il faut savoir que installer un serveur, c'est une galère totale, voilà, que parfois c'est juste un tout petit caractère spécifique qui va mettre la zone et en fait c'est hyper important. Mais moi j'ai pas les cases qu'il faut en fait j'avais pas les cases qu'il fallait en fait pour travailler sur des bases de données comme ça super carré machin, ça m'amusait moins, voilà. Mais en tout cas c'est le plaisir. Le plaisir, mais en fait, le problème, c'est l'oubli. C'est-à-dire, par exemple, pour Walden, je maîtrisais à fond. C'est le spectacle dont on parlera tout à l'heure. Voilà, je mettais en place mon serveur OpenSim. J'étais toute seule, mais 2 ans après, je serais incapable. J'ai regardé dans les codes, je serais incapable. C'est l'oubli, en fait. Moi, je n'arrive pas à... Mais après, c'est de retravailler sur d'autres... Après, c'est... Là, je m'amuse parce qu'on a perdu tout le site de Jean-François il y a 3 ans, mais tout, quoi. Et donc, je m'amuse parce que moi, j'ai tout gardé, bien entendu. Sauf qu'évidemment, il y a des trucs qui ne marchent pas. Les OCR d'OpenSim, il n'y a plus les serveurs, il n'y a plus... On parlait de Python tout à l'heure, mais on a plus grand-chose. Et donc, en fait, je me suis amusée, cette nuit d'ailleurs, et je me suis dit, à refaire un petit peu... à recoller les morceaux, à réassembler. En fait, c'est marrant, quoi, parce qu'il y a 20 ans, c'était tout petit, quoi. On était en 640, 480, des petits écrans. Maintenant, on a des super résolutions. Donc, les premiers trucs, mais on n'arrive même pas à les regarder. Et après, je regardais toutes les petites lignes, les petits JavaScript qu'on avait, qu'on aimait bien, qui étaient au fond de nos cœurs, là, tu sais. Enfin, c'était trop bien. Tu là, ouais, on va faire des pop. Bon, bref. Voilà. Merci Agnès. Bon alors Thierry, oui. Formation toi aussi, on a quand même entendu que ça allait un petit peu au gré des rencontres, que ça s'est un petit peu fait comme ça. En même temps tu t'inscrivais quand même dans ce que j'ai un petit peu évoqué hier, c'est-à-dire l'informatique musicale qui existait, donc pour le coup il y avait pas forcément, enfin ça commençait à faire école, enfin tu vois il y avait une filiation, donc est-ce que c'est plus simple, comment ça s'est passé? On a l'air d'être un peu des dinosaures, autour de ça, mais globalement, oui, disons que, en fait, la période d'apprentissage, pour moi, elle était fondamentale. En fait, je suis musicien, à la base, guitare classique, donc vous imaginez le répertoire au secours. Donc, dans cette approche-là, en fait, ce qui était important pour moi, c'était dans ce parcours, en fait, c'est de rencontrer des gens. Et j'ai eu beaucoup de chance, et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ça soit encore possible de faire ça. Donc on est peut-être encore les derniers, je dirais, à avoir travaillé sur à la fois des rencontres et puis un système autodidacte. En fait, on se formait au fur et à mesure, les technologies étaient balbutiantes. Et en fait, dans sa vie, je crois que ce qui est important, c'est... moi, le premier clash en fait, que j'ai eu, c'était justement à Gang. Je ne savais même pas ce que c'était, que rien du tout. Je ne comprenais absolument rien de tout ce que je faisais. Mais il y a un jour, il y a un Américain qui est venu, on est en 1982, donc évidemment c'était il y a très longtemps, mais juste pour l'anecdote, c'est fondamental et c'est ce genre de clash qui m'a toujours fasciné. Un mec est venu, un Américain bien sûr, avec un ordinateur et puis un clavier, et le mec a fait comme ça, et puis il avait son ordinateur, on était tous là à rien comprendre, et le mec il a appuyé sur la barre d'espace et ça a rejoué ce qu'il faisait, quoi. Et c'est la naissance du MIDI, en fait, qui est un protocole vieux comme Hérode, 1982, mais globalement, et ce jour-là, je me suis dit, c'est important, tiens, il y a quelque chose en fait qui est en train de balbutier, donc ces balbutiements m'ont toujours fasciné, et j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Et en fait, ma vie n'est qu'un parcours comme ça, de multiples rencontres, où j'ai eu la chance, en fait, d'être à la fois sous les ailes des personnes, c'est-à-dire qu'elles m'ont aidé. Un ingénieur Supélec, quand même assez dingue, il a passé 6 ans de sa vie le soir à me donner les cours du soir, parce que vu que je comprenais rien en rien, donc c'était quand même assez important. Donc je suis pas certain aujourd'hui que ça soit possible de faire ça. Ça veut pas dire que c'est mieux l'autodidacte ou je sais pas quoi, mais ça veut dire tout simplement que c'est un parcours de vie qui permet de faire du parallélisme. Et ça, c'est toujours ce qui reste en moi de fondamental, c'est que je pense être encore un enfant émerveillé quand je rencontre quelque chose que je ne connais pas. Donc je dirais mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est dès que je connais quelque chose, j'ai envie de m'en détacher.
Donc je suis à l'inverse de la société d'aujourd'hui, en fait, qui consiste à accumuler le plus de connaissances possible et finalement de devenir un expert de. Et donc moi, toute ma vie, je me suis battu contre ça. C'est l'idée de se dire, cette connaissance, elle va me servir à autre chose. Donc c'est un tremplin à chaque fois, un catapulte qui va m'emmener vers autre chose. Donc ma vie est plutôt dans ce genre de choses, quoi. La place du théâtre pour vous deux, Agnès, tu peux nous parler de la façon dont s'est côtoyé en fait à la fois ta fascination pour le web et pour les réseaux et comment le théâtre est quand même resté présent. C'est pas forcément quelque chose d'évident parce qu'on se dit pas quand on pense internet, on pense pas immédiatement espace théâtral avec tout ce que ça a de très physique, très ancré, très là, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont ça se lit? Des fois, tu t'éloignes un petit peu du théâtre et tu te concentres sur des projets plutôt sur le web, mais tu y reviens quand même toujours. Tu n'as jamais totalement laissé ça de côté. Bah, en fait, si. Enfin... non, en fait, j'ai travaillé avec Jean-François, mais là, on voit il y a Georges Gagneret qui est là ou d'autres. Non, en fait, je suis allée beaucoup au théâtre comme tout le monde, hein, et puis comme tout le monde, on a pris une grosse baffe. Bah oui, au 56K, même avant, on a pris une grosse baffe quand même. On a pris une baffe de ouf. Enfin, tous là, notre vie a changé quoi. En 96, bon, ok, il y a eu les 10 ans du Minitel avant, on était préparés, on est super en retard en France, mais on a quand même. C'est magnifique, donc c'est plus intéressant. C'est pas plus intéressant, mais le théâtre, j'en ai eu marre d'aller au théâtre. Et j'ai arrêté d'aller au théâtre, j'allais plutôt voir de la danse contemporaine, et ensuite, c'est avec Jean-François, je fais ça parce qu'il est là. Et depuis, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, Jean-François, et depuis, je crois que je suis pas allée au théâtre, en fait. D'accord. Ok. Enfin, Thierry, tu es plutôt du côté de la musique. Tu as travaillé avec Jean-François, tu as travaillé aussi avec d'autres metteurs en scène et metteuses en scène. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou de spécifique à l'élaboration de dispositifs pour le théâtre plutôt que pour la musique? Est-ce que c'est vraiment différent de travailler dans les deux? J'imagine que oui. Ah oui, complètement. Ouais. C'est des expériences très, très différentes en fait, que ce soit dans la performance, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre. À chaque fois, en fait, non seulement c'est différent, mais les outils sont différents. Et l'approche, en fait, l'instrument, il est très différent. Donc, le théâtre, en fait, pour moi, il s'est révélé aussi avec Jean-François. Donc, pardon, on est tous les trois très, très autour de Jean-François. Mais quand Jean-François m'a appelé la première fois pour régler un problème technique, hein, c'est tout bête, hein, il y avait un souci, je ne sais plus trop exactement ce que c'était, mais il y avait un problème, puis je suis venu pour essayer de le résoudre, et finalement on l'a résolu. Mais après, dans la relation, je dirais, à travers le théâtre, ce qui est très différent fondamentalement, par exemple, par rapport à la musique. Bon, je suis l'assistant de Pascal Dussapin, qui est un de nos grands compositeurs. Bon, ça, c'est pas grave. Mais ça fait, par exemple, cette relation que j'ai avec Pascal Dussapin depuis une vingtaine d'années, en fait, consiste à l'aider, mais à travers la sémantique, c'est-à-dire la partition musicale. Donc, on part de quelque chose d'extrêmement calé, dans lequel on travaille avec les musiciens. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de l'aider à intégrer à l'intérieur des dispositifs électroacoustiques, sans rentrer dans les détails, autour de ça. Mais on a quelque chose qui est extrêmement rigide de par la partition déjà écrite. Alors qu'avec les expériences à la fois dans la performance ou dans ou dans les arts plastiques en général, hein, j'ai eu la chance de travailler aussi beaucoup dans ce domaine-là, en fait c'est assez différent. C'est-à-dire que la partition existe, les textes existent, mais ils sont en manipulation. Et donc derrière ça, il y a quelque chose qui était formidable avec Jean-François, c'est que les premières fois où on a essayé d'élaborer des dispositifs ensemble, on avait la possibilité de mixer. C'était un peu comme si j'étais capable de réécrire le pupitre des violons. Mettons, ça pouvait être quelque chose de cet ordre-là. Quand je dis « je », bien sûr que non, c'est pas moi. Mais globalement, en fait, l'instrument ne peut pas être défini de la même façon. Donc, on n'est pas déjà dans des mêmes timings. Hein. Donc, quand on fait de la création de musique contemporaine, on va dire, que ce soit quand j'étais avec Berio et Stockhausen ou avec les autres, on est quand même dans quelque chose de très serré. On va créer quelque chose, sauf l'opéra, qui est une forme que j'adore, mais qui est peut-être la seule qui est proche finalement du théâtre, de par sa mise en scène et de par sa temporalité. Hein, donc c'est là où on a une jonction assez intéressante. Mais sinon, globalement, si je fais un concert,
ou même une création. Je veux dire, j'arrive, il y a quoi, 5-6 jours, et puis on essaye de déployer un dispositif, travailler en amont, et finalement, on va essayer de l'élaborer et de le réussir. Donc on est dans un exercice qui est un petit peu différent, avec la liberté, bien sûr, d'être sur place et d'avancer sur les composantes. Mais dans le théâtre, là, on est déjà sur une périodicité plus longue, on est sur une élasticité plus intéressante et qui permet finalement d'évoluer et d'avancer avec des dispositifs et donc de développer à façon. Et ça, pour moi, c'est une des clés aussi très importantes aujourd'hui du travail qu'on peut avoir dans les régies numériques, c'est le développement à façon. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça ne veut pas dire de créer une boîte à outils, bien que c'est ce qu'on fait tous un peu, hein. On arrive, on crée une boîte à outils, on se dit j'arrive, j'ai mon couteau suisse, tout va se faire. Puis finalement, ça ne marche jamais, ça c'est des conneries, enfin de mon point de vue. Donc globalement, on est plutôt dans le théâtre, on est plutôt dans quelque chose qui va se réaménager, qui va se resculpter. Et le metteur en scène va avoir un rôle extrêmement important, c'est-à-dire qu'il va nous solliciter et il va essayer de nous amener sur quelque chose. Et il y a une part aussi, et j'en terminerai avec ça, qui est l'improvisation, et qui est très importante aussi, puisque quand on improvise, quelque part, il y a quelque chose qui peut... On peut détacher de ça une composante et on va dire, tiens, ça c'est intéressant. Et le metteur en scène va prendre un regard là-dessus, il va dire, ça c'est vraiment, il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut le remettre dans le panier, je dirais, et retravailler dessus, le remalaxer, le reformaliser finalement. Et sa forme finale, en général, elle est très évolutive. Donc on est dans quelque chose qui bouge, on est dans la dynamique, on n'est surtout pas dans la staticité de quelque chose, me semble-t-il. Donc ça, c'est très différent. Et les arts plastiques, c'est encore une autre dimension, évidemment. Donc sur les arts plastiques, peut-être juste un mot. Moi, j'ai bossé avec Pierre Huyghe, avec pas mal de gens, j'ai fait Monumenta avec Richard Serra, enfin, avec des grands, j'ai eu beaucoup de chance, évidemment, avec Buren, etc. Donc là, les rapports sont aussi très différents. C'est-à-dire que les problématiques ne sont pas posées au même endroit et elles sont là pour faire une œuvre qui sera une œuvre, soit une œuvre vidéographique, soit une œuvre plastique, soit une œuvre d'installation ou des choses comme ça. Donc là, on a un autre rapport, à chaque fois, j'ai l'impression d'être un nouveau personnage vis-à-vis de la création que je suis en train de faire. Donc, je ne m'ordonne rien, pour juste conclure. Je ne me donne pas finalement j'arrive pas avec une armada. En gros, j'arrive presque avec rien, parce qu'il faut partir je dirais, d'un point minuscule pour essayer de construire quelque chose. Donc, plus j'arrive avec des choses préparées, moins c'est réussi. Donc j'essaye de venir plutôt avec une virginité, pardon du terme, mais avec quelque chose de très, très, très épuré. Et après, la qualité qu'on pourrait avoir, nous, en tant que personnes s'occupant des régies numériques, c'est de les construire avec rapidité. C'est-à-dire d'être capable de répondre à la demande avec quelque chose. Et donc ces trois secteurs, ces trois principaux sont très, très différents, me semble-t-il, en termes de méthodologie et d'outils et d'interface. Et du coup, plaisir à maintenir les trois et à naviguer entre les trois. C'est même fondamental. Si aujourd'hui, je n'étais que dans la musique contemporaine, je m'ennuierais à mourir. Mais vraiment, ça ne veut pas dire que la musique contemporaine ne m'intéresse pas, bien au contraire. Mais si vous voulez, tout ça, hein, ça a un cycle en fait. Par exemple, la musique contemporaine, moi j'ai eu la chance de vivre des très belles époques. Mais bon, après, il y a eu un moment de stagnation, hein, dès qu'on a, avec Stockhausen, abordé la spatialisation. Donc on est dans les années 70 hein, quand même. Donc la spatialisation simple, et puis après d'arriver au module qu'aujourd'hui qu'on est capable de faire, à la fois dans le domaine immersif ou dans le domaine de la projection sonore, où je suis un des spécialistes, on va dire, tous ces éléments-là, je ne sais même plus ce que je disais, donc comme ça c'est parfait, je ne sais même pas ce que je racontais en fait. Le plaisir que tu disais qu'il y a eu des belles époques. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que du coup il y a des cycles en fait, et donc sur la musique contemporaine, voilà, pardon, j'ai retrouvé mon fil, sur la musique contemporaine, en fait il y a eu un moment donné où c'est un petit peu tassé, c'est-à-dire qu'on était tous un peu on fait du temps réel. Bon, ça, c'était bien des années 80, 85, 90. On fait du temps réel, on fait du temps réel, on fait du temps réel. Puis après, au bout d'un moment, tout le monde tourne un peu en rond, fait un peu les mêmes choses. Au même titre, dans la fin des années 90, quand j'ai monté la Kitchen, qui était donc un petit labo où on s'amusait, on a fait les premières interfaces sans fil pour les danseurs. Parce que tout le monde venait me voir, ouais, on aimerait bien, quand je fais ça, bloom, ça, on voit une image, quand je fais vring, ça fait ça. Alors évidemment, il y avait la motion capture qui était là et qui permettait de faire des choses. C'était impossible à utiliser à l'époque pour des questions financières. Mais globalement, nous, on cherchait des technologies qui ne coûtent pas très très cher et puis on a développé des interfaces. Donc globalement, tout ça amène
pas grave, c'était la deuxième, l'autre est tombée hier, là ça y est, c'est bon, c'est fait, il y en a plus. Il y en a plus. Voilà, c'est Voilà. Ça va. Donc finalement, tout ça, ça brasse. Et si j'avais pas été si les gens des arts plastiques, par exemple, n'étaient pas venus me voir, si les danseurs n'étaient pas venus me voir et tout ça, j'aurais jamais monté la kitchen et j'aurais continué ma vie et je me serais vraiment ennuyé, je pense. Vraiment ennuyé. Alors justement, pour rentrer un petit peu dans le concret de vos créations, je vous avais proposé d'évoquer une œuvre chacun, et puis finalement, en discutant un petit peu, on s'est dit qu'on allait parler d'une seule œuvre à laquelle vous avez tous les deux collaboré, qui est un spectacle de Jean-François qui s'appelle Walden, alors qui est un spectacle, une expérience en fait assez particulière, parce que c'est une expérience qui s'est déroulée dans un temps assez long. On a commencé en 2011 jusqu'en 2013, je pense. Donc c'est quand même un spectacle qui a connu aussi plusieurs états successifs et qui a aussi connu plusieurs formes, puisqu'il y a une forme spectacle et une forme installation. C'est un spectacle qui s'est construit à partir de l'ouvrage d'Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, avec cette idée d'aborder tout à la fois le rapport à la nature et justement par ce rapport à la nature, le rapport à la présence de plus en plus grande des technologies que constate Thoreau dans son temps. Alors je vais vous laisser un petit peu, je vais faire défiler quelques photos, je vais vous laisser un petit peu raconter chacun où se situaient vos domaines d'intervention sur ce spectacle-là. Agnès, tu veux commencer peut-être ? Est-ce que tu veux que j'ouvre quelque chose en particulier ? Ou je fais d'abord les photos, on voit après ? Ouais, comme tu veux. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on a commencé à travailler vraiment sur le texte de Walden avec François Yvon du laboratoire LIMSI, et on a mené plusieurs expériences. Je crois qu'il avait ce moteur de traduction que Google lui avait offert pour qu'il puisse le tester. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli ce traducteur avec un corpus, évidemment avec Thoreau et ses voisins. Et donc, en fait, le traducteur, le moteur de traduction de Google, en fait, c'était devenu un traducteur à la Thoreau. C'est-à-dire qu'il traduisait avec... pas du tout avec un corpus du genre je veux m'acheter un canapé ou des choses comme ça, mais voilà quoi, avec tout ça. Donc on a un peu triché, je crois qu'on a mis aussi des auteurs qui n'étaient pas vraiment voisins. On a dû mettre Montaigne pour faire plaisir ou à la machine. Et donc voilà, on a fait des tentatives aussi. On le voit, c'est bien le traducteur. Il fallait entraîner la base de données. Donc évidemment, sur des moteurs de traduction, ce qui était très important pour Jean-François, c'est qu'on arrive avec une vraie langue, en fait l'anglais, mais à la Thoreau du 19e siècle, qui est très différente aujourd'hui de ce qu'on peut entendre dans la musique. Donc il fallait que le corpus soit entraîné. Donc en dehors des œuvres littéraires, il y a eu effectivement un certain nombre de choses. Et donc avec le LIMSI, on a vraiment essayé de travailler pour que la base de données soit entraînée le plus possible et nous permette d'avoir des résultats significatifs. Et voilà. Et moi, à partir de ça, donc tu disais 2011, effectivement, vous disiez tout à l'heure Second Life, je crois que c'est 2007, 2008, il y avait une grande communauté. Et au Théâtre Paris-Villette, dans le cas d'X-Réseau, on avait une île qui s'appelait Déficelon. Et on testait des scripts, on testait des choses. On s'était mis juste en face de l'Ouvroir, qui est l'île de Chris Marker. Et donc, il y avait aussi une école d'art autrichienne. Il y avait une vie comme ça, on testait plein de choses. Et le fait de travailler sur les mots, sur le texte, en fait, l'idée, c'était de développer des bots, évidemment, puisque le web se remplissait de bots depuis 3-4 ans, avec le bot de Darty, l'autre, Et donc, dans la culture de Turing et d'ELISA, donc ELISA, c'est le premier agent conversationnel créé en 1966 par Weizenbaum en Lisp, qui, en fait, a été extrêmement important pour la communauté des informaticiens, puisque ensuite, les types reprenaient le programme et programmaient sur Apple II en Basic AppleSoft, mi-80. Donc, c'est un programme qui, après, a migré sur le web. Donc en fait, c'est tout bête, Elisa, c'est une psychothérapeute et elle pose des questions, voilà.
Et donc, comme on avait, donc je sais plus quoi, en 2000, on est en quelle année? En 2008, il y a Richard Wallace qui nous crée un petit langage qui s'appelle l'AIML, tout simple, avec 20 balises, vraiment le truc impeccable. Et donc tous les bots sont construits à partir de ça, parce qu'on peut s'en servir, donc évidemment c'est offert. Et en plus, Wallace, il a gagné le test de Turing en 2011, je crois. Donc on était super excités avec ce truc-là. Ça coûte rien, c'est accessible. Pandora Bot, on se prend un truc, on teste, etc. Et on a fait 2 bots, H1 et D1. Henri, David. Et on les a migrés. Il parlait tout seul là. Au départ, on a travaillé évidemment sur Second Life. Ensuite, on s'est offert un serveur OpenSim, qui est la version open source de Second Life. Donc on avait sur le serveur de la compagnie TF2 notre serveur OpenSim. On avait, je crois, on avait payé pour 40 personnes en simultané, bon, ce qui est énorme, hein, des spectateurs qui sont intéressés par le théâtre et qui viennent se connecter. On avait créé, je me souviens, c'est à la Chartreuse, on avait fait des petites cartes de visite, on avait créé une centaine d'avatars. On avait pré-créé les avatars pour les gens avec l'identifiant de mot de passe, les chèpes, et oui, j'ai tout blanc. Et enfin, voilà. Et ensuite, il y avait, voilà, c'était un espace ailleurs, c'est-à-dire l'invention de Morel, hein, de Boy Casares. Aujourd'hui, sur cette île, s'est produit un miracle. Et donc, cette île, donc là, il y a l'étang de Walden, donc l'inverse, c'est l'île. Enfin, je sais pas, on peut dire ça comme ça. Et je me souviens, au Théâtre Paris-Villette, en fait, on était derrière, au fond de la salle, avec des étudiants. Et on avait convoqué toute la communauté SL, puisqu'on a commencé sur Second Life. Et il y avait 20 personnes qui venaient comme ça et qui participaient. C'est tout bête, hein, mais c'est assez excitant, en fait, quand quelqu'un débarque, un grand loup, ça c'était Max, enfin voilà, des Furies, etc., etc. Et ensuite, quand on était sur notre île, bah, bien sûr, il y avait beaucoup moins de monde, puisqu'il n'y avait pas toute la communauté énorme qui s'agitait là, comme ça, sur Second Life. Donc, et ensuite, on a scripté, on a modélisé, c'est ça, tous les comédiens. Alors, il y en a une qui venait me voir, tu peux pas me faire un peu plus comme ça, ouais, je comme ça. Pas très joli. Et il y avait Bonafé aussi, t'es tout content et tout, parce qu'en fait, ça, on peut mettre une photo réaliste. Hein. C'était pas Bonafé, C'était pas Bonafé ? C'était Joss. Ah non, c'était Bonafé. C'est pas sur Walden. Bon, ah bah oui, je suis bête. C'était Je sais plus, enfin bon bref. C'était amusant aussi de voir que ces acteurs, ces comédiens, et c'est ça qui est marrant dans le travail avec Jean-François, c'est que ils acceptent tout en fait. Tu te souviens quand les filles, elles avaient accepté les micros HF pendant 2 mois de répète, tout ce qu'elles disaient était balancé, c'est simple, hein, mais comme une espèce d'onde radio sur le site de Jean-François. Donc on leur avait dit, c'est vous qui faites gaffe, il n'y a pas de régisseur. Et donc, c'était juste après que la télé-réalité, quoi. Donc voilà, on était en phase aussi avec une réponse un petit peu, comment ça s'appelait, Love Story. Des réponses comme ça, pas des réponses, des questions plutôt. Voilà. Donc, et comme tu dis, il y a eu plein de versions de Walden. Et on a avancé comme ça. Et oui, voilà, jusqu'à la présentation au Frénois d'une espèce d'installation avec le traducteur, donc les là, bots. Donc là, c'est une des scènes finales du spectacle. Oui. Oui, c'est une des scènes. Là, on peut voir aussi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ce matin, mais je me souviens plus exactement, que l'apparence de la régie. Bah là, on voit typiquement, du coup, on est 3 en régie, 3 ou 4, je sais plus. Ouais. Voilà, on est peut-être 4, mais sinon on était 3 en régie. Bon, moi, j'avais plein d'ordinateurs, la console, du coup, je dois être là, voilà, c'est ça. Et puis j'ai 1, 2, j'en ai que 2 en fait. Non, j'avais peut-être un 3e là. Enfin bref, la régie était à vue. C'était aussi quelque chose, un désir de Jean-François. C'est qu'effectivement, l'environnement était autour de ça. Donc sur les formes du Frénois, ça c'est avec Pierre Nouvel, donc, qui a travaillé et a proposé à Jean-François une installation au Frénois. On va peut-être voir des images si tu en as. Oui, j'en ai.
qui était une déclinaison très intéressante. Hein. Du coup, on part de la même forme, on part du même texte, et puis derrière ça, on a eu effectivement plein de petits qui sont nés. Ah, donc là, c'était au... Ah oui, donc ça me rappelle. Ah, les montages, ouais, ça c'était bien galère. Voilà, donc là, on était dans la grande salle, en fait, une des grandes salles de la nef, voilà, c'est ça, autour de ça. Et donc, il y avait, par des principes d'anamorphose et pas mal de choses techniques, donc c'est pas intéressant maintenant, mais globalement, de se retrouver dans un système d'immersion Je vais montrer peut-être des images plus... très pertinentes, peut-être des images de la fin finales, voilà, quand ça marche. Enfin, quand ça marche, quand c'est en opération. Ouais. Donc là, en fait, c'était du mapping, hein, il n'y avait pas grand-chose, mais quand même avec pas mal d'anamorphose. Donc ça nous permettait effectivement de projeter sur chacun de ces tubes des éléments. Il y avait un dispositif sonore, si je me rappelle bien aussi, tout autour, je crois. Enfin, il y avait pas mal de choses. C'était une assez jolie version, en fait. Hein. Et donc, voilà, vous voyez très très bien, là, ici, on a une reconstitution. Le cerveau, va faire un gros effort, mais il va s'en sortir instantanément. Tout de suite, il va repositionner le visage. Et en fait, les tubes sont à des distances différentes, donc c'est assez intéressant. Et donc, les spectateurs pouvaient déambuler autour du dispositif, et sans parler des textes qu'on pouvait lire, qui étaient générés. Oh, j'ai rien d'autre. Je sais pas la salle du traducteur. Je sais pas les autres. Chartreuse. J'ai rien d'autre. Et c'est vrai qu'il y a aussi une question qui traversait ces formes d'écriture. C'est la question du temps réel. On s'est beaucoup battu avec Thierry. Enfin, on s'est pas battu, mais en fait, ok, c'est du temps réel ou c'est pas du temps réel? Alors, c'est un test. Par exemple sur les mondes virtuels, si c'est pas du temps réel, on me répond c'est du temps réel. Ok, c'est pas du temps réel, c'est un enregistrement. Donc pourquoi faire du temps réel si on réussit à caler exactement pile poil, parce qu'on a toujours le problème, la problématique quand même parfois du réseau. On a été souvent en temps réel, mais parfois non. Et on a réussi quand même à... Parce qu'en fait, le pire de tout dans ce genre de choses, c'est si jamais il y a un arrêt de connexion. C'est horrible, quoi. C'est le truc horrible. Enfin, ça nous appartient plus, là. Il y a quelque chose qui... À l'époque, c'était des lignes point à point, hein, donc il faut quand même repositionner ça aussi. Le réseau a l'air accessible, mais à l'époque, c'était vraiment des points à point, donc on demandait des lignes particulières, hein, donc on pouvait demander à France Télécom, à l'époque, c'était encore France Télécom, de faire une ligne point à point dans laquelle on avait un débit, un tuyau qui nous était autorisé, on rentrait dedans et on faisait le maximum, mais ça coûtait une fortune, donc on n'était pas toujours dans la capacité de faire ça, donc si on était sur un réseau, on va dire, partagé classique qu'on a aujourd'hui, c'était très dangereux en fait, hein, finalement. Enfin, très dangereux, c'est pas dangereux, mais disons que c'était assez difficile d'être capable de le maintenir autour de ça, quoi. Hein. Ce spectacle, il a été accueilli par le Théâtre Paris-Villette dans le cadre d'X Réseau. Oui. Tu nous parles un petit peu de la naissance de ce programme et de sa vocation ? Oui, je sais plus. En fait, la question, c'était le directeur de ce théâtre qui vient voir des travaux qu'on faisait, des sortes de performances on va dire avec le réseau derrière, devant, et qui pose la question et qui voit comment on travaille avec de la pluie qui tombe sur nos ordis, porter tout seul, et qui dit est-ce que le modèle, en fait, du théâtre, c'est-à-dire l'accompagnement, les régisseurs, il fait chaud, on court pas sur un plateau, l'accompagnement, le métier, en fait, comme sur un bateau, en fait. C'était ça sa question. Est-ce qu'on peut vous aider là, parce que vous êtes un peu dans les arts plastiques, ou est-ce que nos scènes peuvent vous aider? Est-ce que notre manière de travailler peut vous aider? Donc évidemment, je dis bah oui, j'ai plein d'amis, pas d'amis, mais il y a plein de gens qui aimeraient bien travailler au show et qui aimeraient bien avoir un ingé comme Estelle, qui aimeraient bien avoir des serveurs, qui aimeraient bien avoir de quoi travailler vraiment, quoi. Et donc on a mis ça en place, on a mis 2 ans à trouver le financement. Moi je suis partie partout, à trouver un financement. Thierry, toi t'accompagnais techniquement, on a créé un poste, etc. Et on avait des artistes qui venaient des deux, hein, soit comme Jean-François Théâtre, soit des plasticiens comme Lucille Calmel, des performeuses, des Annie Abrahams, des gens qui venaient vraiment du net art, on va dire le premier net art,
qui étaient un peu étonnés d'être payés déjà, étonnés mais des conditions de travail assez agréables. Et la question, c'était à chaque fois de se dire, ok, on est dans un théâtre, la première, ouais, elle se fait, on doit réfléchir aux deux espaces. On doit réfléchir à la rencontre sur le réseau et à la rencontre, à la convocation du public sur le plateau. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on a beaucoup bossé évidemment sur les capteurs, les choses comme ça, un petit peu tout. Oui, on bénéficiait finalement de cette... Oui, on bénéficiait de toutes les technologies. Bon, c'était assez simple, hein, les capteurs, bien que quand même... moi, j'avais eu à l'époque, quand j'avais développé la fibre optique, hein, en fait, en tant que capteur, donc c'était assez marrant. Il y avait beaucoup de détournements industriels. Hein, donc l'objectif, alors, on n'est pas au hacking d'aujourd'hui, mais on était quand même dans une forme comme ça de détournement industriellement. Bon, moi, j'avais un problème, hein, j'utilisais des capteurs partout. Donc, dans la posturologie, hein, j'ai fait aussi de la physiologie, mais c'est autre chose, avec des brain machine interface, tout ça. Mais enfin, en restant sur la posturologie, typiquement, si on met un capteur sur l'épaule, vous avez des capteurs de flexion, donc c'est relativement facile. Il suffit de le mettre sur une articulation, on est monopoint, donc c'est facile. Mais si vous le mettez sur l'épaule, il y a 2 axes, et donc évidemment, votre capteur ne fonctionne pas. Donc la fibre optique, c'était une bonne réponse, et en fait, typiquement, on s'en est inspiré. Donc à X-Réseau, on essayait de donner toute cette, je dirais, toutes ces expériences que moi, je faisais déjà avec la Kitchen et tout ça. Et puis en même temps de proposer aux artistes un monde ouvert sur le réseau et de faire pas mal de choses. Pour moi, c'était des initiatives vraiment intéressantes. On est en quelle année là en fait? Je sais même pas. 2008. 2008, ouais. Donc on est là, on a vraiment à la fois, je dirais, les financements, un théâtre, toute une équipe qui se met en route pour essayer d'avancer. Et avec finalement pas beaucoup de monde, hein, puisqu'il y avait Agnès, moi, Estelle, donc on avait engagé comme ingénieur développeur. Puis après, on avait des serveurs Linux, puis on y allait, quoi. Hein. Enfin, fallait coder, faire des choses. Et donc, d'avoir finalement une infrastructure qui nous permettait potentiellement de répondre à des problématiques plus générales. Hein. Et donc, s'il y avait des capteurs, on n'avait pas d'Arduino et de tout ça. Hein. À cette époque-là, on avait encore sur des interfaces un peu costauds. Enfin, en tout cas, chères, je veux dire. Et puis voilà, puis je pense que c'était pas mal de le mettre au service de Lucille Calmel, c'était super sympa. J'ai des très bons souvenirs avec Lucille de performance, où elle essayait d'utiliser toutes les technologies, les capteurs, les machins, etc. Et en même temps, la rencontre avec un public de théâtre de ces artistes-là n'était pas toujours pas du tout, même. évidente. Ouais, pas du tout évident. Et puis après, peut-être juste avant de continuer, mais pour revenir sur peut-être un aspect qu'on n'a pas beaucoup parlé, qui est la musique finalement dans les spectacles de Jean-François. Il faut notifier que Jean-François travaille depuis très longtemps avec Alexandros Marqueas. Qui n'est pas la personne qui apparaît à l'écran. Donc on ne voit pas d'ailleurs. Si, je crois qu'on a des photos de lui. Je pense que je vais en trouver, ouais. Et donc c'est aussi très intéressant parce que Alexandros Marqueas, c'est un compositeur, musicien hors pair, très très bon pianiste, hein, effectivement. Un excellent pianiste, puis surtout il est prof au CNSM, donc le Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris, dans le domaine de l'improvisation. Donc là, les briques se constituaient très bien avec Jean-François, parce que Jean-François, il donnait des ingrédients en fait à Alexandros qui est là, et puis lui il avait des pianos, alors on les préparait à la Cage évidemment, ou des choses, enfin pas spécialement à la Cage, mais enfin en tout cas tout était préparé, je mettais des micros partout, enfin un bordel. Et puis à partir de ce moment-là, donc cette approche était intéressante, comme un autre aspect aussi en dehors de la musique qui était improvisé, joué, manipulé. Il y a la projection sonore, hein, donc qui est un domaine dans lequel je suis plutôt assez à l'aise. Et donc on essayait avec Jean-François aussi d'imaginer qu'est-ce que ça voulait dire, comment c'était pertinent. Tous les comédiens étaient repris par principe, manipulés. Hein, du coup il y avait aussi cette notion aussi de design sonore, en dehors de la partie, on va dire, à la fois temps réel, musical, généré par là des instruments directs, plus de l'électroacoustique, et puis des matériaux qui étaient à disposition. Donc là, petite base de données se construisait facilement. Moi qui suis électroacousticien, vous savez, je ne vais pas chercher dans une base de données où je ne fais pas un recall preset d'un truc. Donc je prends mon micro, enfin mes micros, un petit sound device, puis je vais aller fabriquer mon son, et puis je reviens, puis je dis, oh, tiens, il y a ça, et puis on essaye d'avancer autour de ça. Donc l'ensemble, je dirais, ce côté transmédia finalement de l'ensemble permettait d'avoir quelque chose de très enrichissant pour l'expérience. En tout cas, être régisseur de ça, moi j'y prenais un plaisir.
génial, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous avez comme ça, être capable de répondre à des demandes de Jean-François ou des comédiens ou de je sais pas quoi, on était avec Agnès et toute l'équipe, on était très très heureux aussi à travers ça. Et X-Réseau était une des bribes, je dirais, des chapeaux de toutes ces expériences autour de ça, quoi. Voilà. Bon, j'ai encore pas mal de questions, mais le temps file et je me dis que c'est peut-être bien de vous demander si vous avez des questions et d'ouvrir peut-être...